Monsieur Mirand, en tant qu'analyste de rêve, je vais vous poser une question toute simple et compliquée, je pense, en même temps. Qu'est-ce que le rêve, donc? Alors pour étudier ce qu'est le rêve, il faut le voir déjà de manière différente. Il y a l'approche scientifique et puis l'approche plus philosophique. L'approche scientifique, eh bien, c'est l'étude du sommeil à l'intérieur des ondes du sommeil qui nous permettent de cerner davantage le rêve. Alors à l'époque où je faisais mes études à Paul Valéry, donc nous allions à la fac de sciences et c'est les professeurs scientifiques qui nous parlaient du rêve. Et à cette époque-là, on disait que le rêve, c'était le sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, il se situe à la fin de chaque cycle du sommeil. Un cycle du sommeil dure 1h20, donc dans une nuit de 8 heures, il y a 6 cycles du sommeil. Ce passage du rêve, du sommeil paradoxal, grandit à chaque cycle au cours de la nuit. En début de cycle, il dure à peu près une vingtaine de minutes. En fin de cycle, il dure jusqu'à 45 minutes. Et on s'est rendu compte qu'un rêveur moyen rêve à 22 ou 23% de son sommeil. Jusqu'à l'âge de 11 ans, non, à partir de l'âge de 11 ans, le sommeil est de 22 à 23% de sommeil paradoxal, ce qu'on appelle le rêve. Alors qu'en réalité, si on étudie le rêve chez le fœtus, il y a 100% de sommeil paradoxal. Mais on ne sait pas s'il rêve, puisqu'il est incapable de nous faire le récit d'un rêve. Mais le sommeil paradoxal est de 100% dans le ventre maternel et il va diminuer petit à petit. Vers le 7e, 8e mois, il commence à diminuer. À la naissance, il continue à diminuer jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11 ans, jusqu'à un âge très avancé, on a à peu près 22-23% de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, donc, il se situe grâce à l'électroencéphalogramme. Donc, on met des petits électrodes sur le cuir chevelu d'un individu, c'est relié à un cylindre enregistreur, et on va pouvoir étudier les ondes du sommeil. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces différentes phases du sommeil qui permettent de définir le sommeil paradoxal. Voilà, mais on peut voir que quelqu'un est en sommeil paradoxal si on l'observe. C'est-à-dire qu'on a des mouvements oculaires rapides pendant toute la durée du sommeil paradoxal. Et ces mouvements oculaires rapides indiquent qu'on est en train de rêver. Donc si on réveille la personne dans les 10 minutes qui suivent, 80% des gens sont capables de faire le récit d'un rêve. Ainsi, on pourrait demander à chacun le récit de son rêve au bout de chaque phase de sommeil paradoxal. Si on réveille la personne, il demande son rêve. Donc, une personne peut être capable de nous faire le récit d'un rêve toutes les 1h20. Voilà, ça c'est le côté scientifique. On va pouvoir étudier comme ça aussi le sommeil paradoxal des animaux. Il y a des animaux comme le chat qui ont 33% de sommeil paradoxal. Le cheval, lui, c'est 0%. Il n'a pas de sommeil paradoxal. Donc il n'y a pas de différence entre l'intelligence du chat et l'intelligence du cheval au niveau du temps de sommeil paradoxal. Ça n'a pas de rapport avec l'intelligence. Par contre, le sommeil paradoxal permet l'équilibre humain. C'est-à-dire si on nous réveille dès qu'on voit la phase de sommeil paradoxal arriver, eh bien on va petit à petit être déstabilisé et devenir donc très distrait, et ensuite ça peut conduire à la folie et la mort. Donc le sommeil paradoxal est nécessaire. Voilà pour l'aspect scientifique. Pour l'aspect philosophique, depuis toujours on a étudié les rêves, donc il existait surtout des clés des songes. Puis petit à petit, certains philosophes, comme Artémidore d'Éphèse, ont découvert dans le rêve qu'à travers les clés des songes, il y avait quand même des aspects du rêve très liés à notre vie sur le plan de ce que nous vivons tous les jours. Au Moyen-Âge, ça a pris une ampleur plus importante. Il y a des personnes qui ont noté le rêve et essayé de les comprendre. Ils ont relié le rêve à la physiologie, à la psychosomatique un petit peu.
Certaines personnes ont bien vu le lien entre le rêve et la vie. Certains religieux sont penchés sur les rêves par rapport à leur orientation spirituelle. Ils ont fait des liens avec la spiritualité. Et juste avant Freud, il y a eu des courants de recherche sur le rêve plus importants, mais c'est quand même Freud qui a sorti une philosophie plus scientifique du rêve. Heureusement qu'il y a eu Freud pour nous donner une approche du rêve. Voilà, alors cette approche du rêve, à partir de Freud, est très intéressante puisque Freud va dire que c'est la voie royale de l'inconscient. Donc le rêve, c'est notre inconscient qui vient à la conscience nous apporter un message. Et ce message, par son récit onirique, est lié à tout ce que nous vivons. Mais il est lié aussi à des interrogations métaphysiques plus profondes qui ne vont pas tellement intéresser Freud, ou Freud va les réduire à des interprétations sexuelles, alors qu'un de ses disciples, hein, qui est né 25 ans plus tard, hein, puisque Freud, sa naissance c'est 1850, Jung c'est 1875, donc Jung va aller plus loin dans sa recherche et il va rapprocher le rêve des différentes voies spirituelles du monde entier. Il va relier le rêve principalement à l'alchimie, l'énergétique de l'Inde, l'énergétique chinoise, et puis aux différentes mythologies du monde entier. Donc Jung a ouvert la voie à une approche du rêve nouvelle, et il a vu ce que n'a pas étudié Freud. Freud n'étudie pas la progression des rêves. Donc tous les rêves forment une seule et même histoire, et chez Jung, on va voir cette histoire être étudiée à travers un processus d'individuation. Tous les êtres évoluent à travers leurs rêves toute la vie. Et donc cette individuation, ce processus d'individuation va être marqué par une évolution symbolique qui conduisent à des archétypes de totalité, c'est-à-dire des images d'unification, qui sont les archétypes du soi ou les archétypes de totalité, comme les appelle Jung. Voilà, et donc cette progression montre que l'être humain évolue. Alors c'est gênant pour la psychanalyse par rapport à la mystique. Donc la psychanalyse est faite pour que les humains évoluent, bien sûr, mais ils ne voient pas l'évolution pouvant aller plus loin et pouvant aller plus rapidement plus loin. Voilà, et ça c'est Jung qui va apporter cette approche, bien sûr, qui va déranger Freud, parce que Freud voulait être crédible, donc il voulait parler d'une étude de l'inconscient sans Dieu, hein, sans philosophie religieuse. Lacan a repris Freud pour apporter quelque chose de plus précis à la science freudienne, donc Lacan a mieux structuré la pensée de Freud, mais Lacan voulait aussi être reconnu comme Freud, et donc pour être reconnu, ils n'ont pas voulu relier le rêve aux religions du monde entier et aux voies spirituelles du monde entier. Alors c'est Jung qui a fait cela, ce qui a créé une scissure entre Freud et Jung, et Jung étant décédé en 1958, bien sûr, il n'a pas pu répondre à ce que Lacan dira plus tard de son œuvre. Et Lacan a trouvé des choses très, très intéressantes, mais Jung aurait été vivant, il aurait certainement allé contre ces contradictions lacaniennes. Ben merci, Monsieur Mirande, pour ce beau message que vous nous passez.